Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Alexis Brézé du Figaro. Bonjour Alexis. Bonjour. Et Christophe Jacubizine de TF1 Bonjour. LCI. Dans notre rubrique La question en plus, c'est Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, qui vous interpellera sur les conséquences économiques du mouvement des Gilets jaunes. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, questions nettes, les questions, les commentaires des internautes, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez. Ce sera avec Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL. Et vous pouvez toujours réagir en direct sur RTL.fr, sur Facebook et sur Twitter, #Le Grand Jury. Alors, Jean-Luc Mélenchon, en mai, lors de votre dernier passage au Grand Jury, ici même donc, vous appeliez de vos voeux la constitution, vous vous en souvenez certainement, d'un front populaire. Ce front populaire, il s'est produit. Avec un simple gilet jaune, des milliers de Français ont organisé une révolte spontanée qui a fait vaciller le pouvoir. Mais il s'est déployé sans les syndicats, sans les corps intermédiaires qui d'habitude structurent les mobilisations, sans les partis aussi, et donc sans vous. Vous qui étiez, il n'y a pas si longtemps que cela, l'opposant numéro 1, ou perçu comme tel, à Emmanuel Macron. Alors pourquoi tous ces gilets jaunes ne sont-ils pas reconnus dans vos propositions? Pouvez-vous encore les rattraper, les entraîner dans ces jours heureux que vous leur promettez? N'êtes-vous pas frappé, vous qui êtes en politique depuis près de 3 décennies, ou voire peut-être un peu plus? Non, plus que ça, j'ai commencé à militer à 16 ans. Ah, alors, oulala, donc combien? Voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui, mais ce qui me donne l'avantage de l'observateur expérimenté. Alors, nous en parlerons. Donc j'en ai beaucoup vu et ça me donne... disons, une forme de sagesse dans la compréhension des événements. Et en même temps, Jean-Luc Mélenchon, ne risquez-vous pas d'être frappé par ce dégagisme qui touche tous nos élus aujourd'hui, et en premier lieu, le chef de l'État? Nous en parlerons. Et dans les cette journalistes émission. aussi, vous l'avez remarqué. Ah ben, vous savez, mais ça, sauf que vous restez, hein. Il n'y a personne pour vous virer, à part vos patrons. Oui. Aussi. Nous en parlerons dans cette émission de tout cela, mais d'abord, nous revenons, Jean-Luc Mélenchon, sur la journée d'hier, l'acte 5 des Gilets jaunes, et c'est Christophe Jacubizine qui vous pose la première question. Avec une mobilisation des Gilets jaunes moins forte que celle de l'acte 4, est-ce que, selon vous, le mouvement est terminé, ou est-ce que vous nous promettez, vous nous pronostiquez un acte 6, et pour quand? Oui, alors on va en même temps répondre à l'introduction, parce qu'on ne va pas laisser cette intéressante introduction sans suite. Mais je vous réponds, le mouvement, évidemment, chaque semaine s'essouffle, si l'on en croit ce qu'on entend à la télévision et à la radio. Non, pas chaque semaine, plutôt mais samedi. Attendez, moi je crois que j'entends. Donc, depuis le premier jour, le mouvement s'essouffle. Donc, hier, il s'est essoufflé. Non, l'acte 3 et 4 étaient des hier, fortes nous avons craint les violences, comme nous l'avons fait toutes les semaines précédentes, et comme nous le ferons toutes les suivantes. Que se passe-t-il? Je fais remarquer que 4 semaines de suite aller à Paris, c'est beaucoup. Hein, ça coûte des sous et beaucoup d'efforts. Surtout quand il fait un froid de canard et quand on veut marquer d'une manière ou d'une autre qu'on a été sensible, après qu'on y ait été invité lourdement aux événements de Strasbourg. Donc, je pense que le contexte a pesé sur la forme de la mobilisation, mais pas sur le fond. Car tous ceux qui vous répondent de ce qu'ils ont observé en province ou dans les régions, comme vos collègues, des grands groupes de presse régionaux, disent tous que ces mobilisations ont été fortes et que la détermination, et en tout cas les sentiments, les revendications qui animaient ce mouvement depuis le début sont là. Pardon, monsieur le Président, je vais terminer sur un mot. Vous avez dit, ne se retrouve pas dans vos propositions tout à l'heure. Vous avez tort. Votre collègue du journal Le Monde a expertisé le programme des Gilets jaunes, a regardé tout ce qui se présentait et a comparé au programme de la présidentielle et conclu que le 70% de ces revendications se retrouvaient dans mon programme. Donc ce n'est pas la question qui est posée. La question qui est posée, c'est qu'il faut que tout le monde comprenne que le mouvement des Gilets jaunes est une révolution citoyenne. Les processus d'insurrection citoyenne ne passent jamais par les canaux traditionnels qui sont tous perçus comme des obstacles à leur déploiement. Par conséquent, ce qui aurait été stupéfiant, c'est que ce mouvement s'identifie à un parti politique, à un mouvement ou à une personnalité. Croyez-moi, cela ne se produira pas. Et le jour où ça se produirait, le mouvement immédiatement se rabougrirait. Par définition, les révolutions n'appartiennent à personne. Aujourd'hui, justement, vous nous parlez aujourd'hui de révolution citoyenne, d'insurrection citoyenne. Mais on a quand même le sentiment qu'au début du mouvement, quand tout ça a commencé à mijoter, autour notamment du ras-le-bol fiscal, vous étiez plus réservé que ça. Vous regardiez ce mouvement et vous disiez, ce sont des représentants de la classe moyenne
qui peuvent s'identifier au peuple. Vous disiez pas c'est le peuple, vous disiez c'est la classe moyenne. Non, vous vous trompez, il faut bien lire. Vous l'avez dit. Hein, non, vous vous trompez. Et vous disiez la peur du déclassement peut les pousser à des solutions radicales. Vous êtes en train de citer mon livre, pas ce que j'ai dit à l'époque, s'il vous plaît. Alors il faut quand même... peu importe. Mais je vous fais grâce du fait que vous dites ce qui peut vous arranger, vous venez vos questions et moi avec mes réponses. Mais regardons les choses en face. D'abord, quelle a été l'attitude de la France insoumise depuis le début? Depuis le premier jour et la première heure, il y a des insoumis gilets jaunes, parce que le mouvement, la France insoumise, n'est pas un parti, mais précisément un mouvement. Donc il y en a partout. Deuxièmement, le groupe parlementaire, qui est un peu la vitrine la plus visible du mouvement, s'est immédiatement positionné dans le fil du mouvement. Ce qui nous faisait hésiter au départ, c'était dans la façon de s'exprimer. Parce que comment faire, vu que nous avions parfaitement compris que c'était un mouvement qui, par nature, ne se laisserait pas représenter. Donc il s'agissait d'être bien dans l'axe qui permet d'exprimer politiquement un mouvement sans le récupérer. Je l'ai résumé à la fin, vous ne m'en voulez pas, si même ayant prévu tout ça dans mon livre L'Air du Peuple, je n'en avais pas le mode opératoire tout de suite. Mais j'ai dit à la fin, vous l'aviez prévu. Le but, ce n'est pas pour moi de récupérer, c'est d'être récupéré. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous pour autant... Pardon, je vais terminer. Oui, mais de plus dans la gauche... Est-ce que vous les incitez à continuer à descendre dans la rue? Attendez, il y a plus important que ça. Je viens de vous dire... Mais monsieur, je viens de vous dire à l'instant, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, je recommence. Ce mouvement ne peut pas recevoir de consignes. Ce mouvement, et pourquoi me voulez-vous assez stupide pour aller vous répondre et dire faites ceci ou faites cela, sachant que ça n'aurait aucun effet, à part exaspérer les gens. Voyons plutôt comment, au début, en effet, il y avait un problème dans la gauche, pas dans la France insoumise, où très partiellement il y avait une personne qui hésitait. Mais tout le reste de la gauche a commencé par dire « Oh là là, tout ça, ça sent mauvais, il y a de l'extrême droite, c'est homophobe, c'est raciste. » Et puis, finalement, ça a dérangé tout le monde. Et ça a culminé à la fin. Ce que dit encore Christiane Taubira aujourd'hui dans le JDD. Elle dit « Il y a tout ça aussi chez les Gilets jaunes. » Mais dans une révolution, une insurrection, il y a tout. La grande révolution française, celle de 1789, est à la fois capable de renverser le roi, d'inventer la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de procéder à d'abominables massacres, le 2 septembre, qui dépasse tout le monde, plus personne ne sait quoi faire. Donc il faut se faire à l'idée que la puissance d'un mouvement populaire soulève toute la société, dans toutes ses composantes. Vous avez aussi bien des bourgeois qui sont allés mettre un gilet jaune par solidarité, parce qu'ils ne supportent plus la misère qui les entoure, que vous avez des prolétaires, que vous avez des gens, des chômeurs, que vous avez... Et surtout, il y avait par-dessus tout un indicateur extrêmement important qui s'y trouve encore, c'est la présence des femmes. Or, les femmes sont la fraction de la population qui porte le plus durement tout le poids de la société et qui sont le plus souvent enfermées dans des logiques de survie. Or, quand des gens qui sont dans des logiques de survie se mettent à aller dans la rue, c'est que la rue devient une logique de survie. Et il faudrait que tout le monde entende ce message pour bien comprendre la profondeur du mouvement. Vous disiez le profondeur du mécontentement, elle est toujours là, elle va durer. Mais vous disiez la forme va peut-être évoluer. Ça veut dire que finalement les ronds-points, les grands rassemblements à Paris ou dans les grandes villes, ça c'est quelque chose qui va s'estomper à votre avis ou ça va continuer au mois de janvier? Je n'en sais rien. Je ne peux pas pronostiquer. Je ne sais pas. Nous sommes dans un événement que peu de générations ont vu. Pour ma part, je n'ai vu un phénomène comparable qu'une fois, peut-être une fois et demie. En mai 1968, j'avais 16 ans, et en 1995, quand il y a eu le grand mouvement dont vous vous souvenez tous. Mais dans une vie d'homme, dans une vie de militant, dans une vie de conscience engagée, ce sont des événements rares. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était décrire le processus, et c'est ce que fait mon livre, L'Air du Peuple, en disant les gens vont se mettre en mouvement, et ils vont se mettre en mouvement d'une manière qui ne correspondra pas aux anciennes cases. Sauf qu'ici, vous appeliez à un front populaire qui rassemble les forces syndicales, politiques et associatives dans le même refuge, vous cite, de la société libérale. Est-ce que ce mouvement-là, c'est celui que vous aviez imaginé au moment du front populaire, de cet appel? Mieux. C'est mieux que ce que... C'est mieux, bien sûr, parce que c'est une implication populaire de masse. C'est mieux que 4 ou 5 organisations. Oui, mais ça court-circuite les représentants traditionnels. Ah ben bien sûr, mais il faut accepter cette situation. Pour ma part, je l'accepte. Et j'essaye de me rendre utile au mouvement. Pour moi, ce qui est important, ça n'est pas, comme j'entends dire des fois, on me dit vous n'en profitez pas, mais c'est pas mon sujet. Mais est-ce que vous n'êtes pas dépassé? Mon sujet, c'est que le mouvement puisse s'accomplir et que ses objectifs soient atteints. Demandez-vous quelle est la différence entre les objectifs du mouvement et les miens. Vous découvrez qu'il n'y en a pas. Ça dépend. Parce que quand ils demandent un référendum d'initiative citoyenne, c'est exactement ce qu'il y a dans mon programme. Quand ils demandent un impôt sur la fortune, c'est exactement ce qu'il y a dans mon programme. Donc je ne vois pas l'intérêt, pour moi, d'aller, si peu que ce soit, en contre ou dans une je ne sais quelle hypothétique volonté de domination,
par rapport à ce mouvement. Donc, je le félicite, je lui dis bravo, d'abord parce qu'il a réhabilité la France populaire. Voilà ce qui est important. C'est l'histoire de France. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes sûr que c'est un mouvement de gauche? Parce qu'il y a des similitudes avec ce qu'on a vu dans d'autres pays. Par exemple, est-ce que c'est pas la révolte comme aux États-Unis, de la classe moyenne, aux États-Unis on dit les petits blancs, etc., qui se révoltent contre la condition qu'il leur est faite? Mais moi, je vous fais confiance pour analyser mais moi, je vous parle de ce que je connais. Et je peux vous dire que c'est une révolte des peuples contre un ordre injuste. Vous ne voulez pas l'admettre. Mais vous dites pas de gauche. On cherche toujours dans la psychologie, bien sûr. comment les gens le... Non, c'est un ordre injuste. Les uns ont tout, les autres ont rien. On les a parqués dans des endroits en leur disant, et là-bas, ça sera mieux. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Il n'y a plus d'école, il y a dans l'hôpital. Mais les gens, voilà, à la fin, ils se disent à quoi sert. À la fin, ils élisent Trump, comme aux États-Unis. Ces gens-là, justement. Et alors, qu'est-ce que vous voulez non, Qu'est-ce que vous voulez me faire? C'est-à-dire que c'est peut-être pas... Mais même vos ruses à 2 balles... Mais c'est pas une ruse, à quel point vous êtes... Mais non, vous êtes une révolution. Vous dites c'est une révolution. Est-ce que c'est une révolution? Vous allez aller au moindre rond-point et vous allez dire aux gens, dites donc, il m'est venu une idée à moi en tant que commentateur. Vous dites la même chose que M. Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde vous explosera de rire au nez en disant réellement il n'y a que ça qui vous intéresse. Que vous les caricaturez là. Mais vous, non, je ne caricature pas, je vous prends exactement comme vous me caricaturez les gilets jaunes. Oui, allez-y. Jean-Luc Mélenchon, les sympathisants. Attendez, selon une étude Odoxa, mais c'est intéressant. Mais je veux vous dire que ça n'a pas d'intérêt dans le moment. Ce qui a de l'intérêt, c'est de comprendre que c'est l'histoire de France qui s'écrit, que le peuple est en mouvement, que ça échappe à toutes les catégories précédentes. En même temps, vous réclamez une dissolution de l'Assemblée nationale. Vous l'avez réclamé. Est-ce que vous la réclamez toujours ou pas aujourd'hui même, Jean-Luc Mélenchon? À cet instant si précis, exactement. Oui, bien sûr. Je vais vous dire pourquoi. Mais en quoi elle vous serait favorable? C'est ça qu'on peut. Mais monsieur, c'est pas le sujet qu'elle me soit favorable. Alors, enfin, je ne suis pas un épicier ou un marchand de savate. Mais vous voulez porter des idées. Mais écoutez-moi, monsieur, je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui s'appelle notre pays ou les intérêts généraux. Donc, quand on est un démocrate, pardon, je sais que c'est pas votre cas, mais moi si, et je suis républicain. Non, mais bon, vous êtes plus que vous. En démocratie, des gens comme vous qui passent leur temps à me dire que ceci et que cela et que la violence et tout ça. En démocratie, on essaye les solutions. Donc, puisque vous êtes un démocrate, si c'est un Rassemblement national qui ne peut rien faire d'autre que de proposer la censure, parce que ça dit que c'est le Parlement qui fonctionne, c'est ma contribution. Et quand il y a une impasse, pardon, mais laissez-moi finir un raisonnement. On ne peut pas vous répondre par petites phrases. Le raisonnement est le suivant. Le pouvoir s'estime légitime à prendre des mesures que la masse du peuple ressent comme illégitimes. Qui a raison? Vous avez 2 légitimités qui se confrontent. En démocratie, on vote pour dire, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Tranchez. Eh bien, voilà pourquoi j'appelle à la dissolution. Après, qu'elle se fasse ou pas est un autre sujet. Mais mon devoir, comme démocrate et comme républicain, c'est de proposer des issues démocratiques et républicaines. Et est-ce que demander, comme votre ami Ruffin, non pas la dissolution, mais la démission du président, est-ce que ça, c'est se conduire en démocrate? Est-ce que vous approuvez ça? C'est ou l'un ou l'autre, ou c'est les deux? Alors, je suppose que le fond de la question est de me disputer avec Ruffin. Non, c'est une question, c'est intéressant quand même. Est-ce qu'il fait partie de votre mouvement? Mais non, monsieur Ruffin a exprimé ce qu'il entendait. Je vous prie de croire, et ça va me permettre de faire un lien qui, j'espère, vous intéressera. Est-ce que vous n'avez pas entendu, vous aussi, mais peut-être que non, les gens crier Macron démission? Bien sûr. C'est un problème. Moi, je n'ai rarement entendu des gens crier non. Je vois que vous daignez. C'est rare que les gens crient en cours de mandat le président. Vous n'avez pas entendu Sarkozy démission? Non. Vous voyez? Bon, alors revenons. Est-ce que vous le dites en tout cas? Peu importe. Est-ce que vous dites Macron démission? Écoutez-moi. C'est un phénomène politique. Vous ne pouvez pas nier tous les problèmes politiques. Il y a un peuple en insurrection. Non. Les parts de marché. Les gens crient Macron démission. Non. Est-ce que monsieur Ruffin, madame Schmoll, monsieur Truc? Non. La vérité, là. Des milliers de gens crient Macron démission et ne reconnaissent pas la légitimité du président. C'est la raison pour laquelle mon ami François Ruffin a solennisé l'affaire en disant les gens me disent, mais aucun d'entre nous ne demande à cette étape, dans la forme et la position qui est la nôtre. Moi, je suis parlementaire. Je vais dire Macron démission au nom de quoi? Lui, il a demandé, Ruffin. Pardon? Il a demandé, Ruffin. Eh bien, écoutez, alors posez la question à Ruffin. Mais moi, je sais ce que Ruffin m'a dit à moi, d'accord? Qui suis le président de son groupe. Et ce n'était pas son mot d'ordre, d'accord? Son mot d'ordre, c'était les gens vous disent Macron démission, qu'est-ce que vous répondez? Voilà. Et puis, en vérité, ce qui compte, c'est la forme parlementaire qu'on peut ou non donner à sortie de crise. Mais peut-être qu'il n'y en aura pas, les gens. Écoutez-moi. Si on continue à dire aux gens qui viennent manifester, vous êtes
Alors on a commencé par des anti-écolos irresponsables devant vos enfants et vos petits-enfants. La semaine d'après, c'était vous êtes des violents qui cassaient tout et donc vous feriez mieux de rester à la maison. La semaine d'après, des complices des islamistes parce que vous n'êtes même pas capable de rentrer à la maison quand il y a un attentat. Si on continue maintenant à leur dire « Ah, ça y est, enfin, vous êtes rentrés à la maison parce que vous avez trop froid », il y a vraiment que les importants qui croient que les gens vont rentrer à la maison et fermer leur... Jean-Luc Mélenchon, vous êtes un démocrate, vous l'avez dit, vous appelez la dissolution de l'Assemblée. Si c'est le Rassemblement national qui l'emporte, est-ce que vous prendrez acte ? C'est de la règle du jeu démocratique, non? Parce que figurez-vous qu'il y a 15 ans de ça, ou il y a 20 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'avantage pour moi d'avoir traversé tout ça, on faisait des pétitions avec Charlie Hebdo. Hein? Je dis Charlie Hebdo, comme ça vous allez peut-être comprendre qu'il n'y avait pas que moi. Pour dire il faut interdire le Front National, parce qu'on disait ils sont dangereux, etc. On vous a dit non, ils ne sont pas dangereux du tout, c'est pas un problème, on va les vaincre démocratiquement. Enfin, très bien, donc vous n'en avez pas voulu le faire au moment où ça avait un sens. Maintenant, il s'agit de plus de 20% des Français. Eh bien, quand ils votent, leur parole doit être respectée. Et parmi les Gilets jaunes, ils sont représentés. Selon un sondage, 33% d'entre eux se sentent proches de Marine Le Pen. Elle est majoritaire dans ces Gilets jaunes. Est-ce que vous dites vous-même, je voudrais être récupéré? Visiblement, c'est pas vous qui sont en train de récupérer. C'est plutôt le Rassemblement national. Voilà. Comment vous l'expliquez? Mais moi, je ne crois pas du tout à ce que vous dites, parce que votre collègue, le journal Le Monde, de nouveau, ayant étudié quelles étaient les motivations politiques des uns et des autres, nous mettait pratiquement à égalité. Maintenant, je vais vous dire, je vous ai déjà dit, tout est là. Et depuis le début que je mène le combat pour faire valoir mes thèses, je dis que dans l'électorat de Madame Le Pen, il y a beaucoup de gens fâchés, mais pas fachos. Et que le travail de gens comme moi est de parler à tout le peuple, mais peut-être principalement aux fâchés, pas fachos, en leur disant « ne vous trompez pas de colère ». Mais ça, c'est du travail politique. Alors évidemment, c'est très difficile pour moi de mener ce travail, parce que je suis quotidiennement flétri, insulté de toutes les manières possibles, perquisitionné, montré du doigt comme l'homme à abattre, donc c'est plus dur pour moi que pour d'autres. Mais je le fais, je ne me décourage pas. Mais c'est un travail politique absolument respectable. Le problème pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas que... Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand on regarde les sondages, alors vous allez me dire, ça n'est que des sondages, qu'il s'agisse de la présidentielle ou des européennes, c'est toujours Marine Le Pen qui monte, et vous, non seulement vous montez pas, mais vous baissez par rapport à... Oui, je vois que ça vous... Non, mais je sens votre douleur. C'est pas une question de douleur, c'est une question d'analyse politique. Non, mais ne caricaturez pas tout. Attendez, mais quelle est votre question? La question, est-ce que vous ne dites pas que tout ce truc-là est en train de profiter à Marine Le Pen et pas à vous? Donc je devrais ou bien courir me pendre, ou bien rentrer à la maison en disant, écoutez, j'abandonne. Non, mais est-ce que parce qu'il y a mieux placé que moi pour mener la lutte. Prenons un exemple. Qui y a-t-il de mieux placé que moi? Je m'interroge un instant. Je regarde le sondage. Banco, Monsieur Macron lui-même. Et aujourd'hui, vous avez un sondage qui vient de sortir, que le journal macroniste, le JDD, publie sans honte, et qui donne à Monsieur Macron, au bout de 5 semaines de lutte de millions de gens contre lui, un point de plus qu'à la présidentielle dernière. Comment voulez-vous que je prenne ça au sérieux? Et encore plus pour Marine Le Pen, 27%. Attendez. Et quand il met Monsieur Wauquiez comme candidat de droite, qui est l'autre homme à qui on jette des fléchettes, lorsque c'est Monsieur Wauquiez, il se produit un autre mystère. C'est moins que François Fillon. Eh bien, Monsieur Wauquiez fait moins que François Fillon, et tout d'un coup, Monsieur Macron s'envole. Vous dites ça veut rien dire. Pardon. Non, mais vous commentez les sondages, moi aussi, j'ai quand même le droit, non? Ou bien, quand vous me dites... Il y a un autre sondage qui est magnifique, celui-là. Il me met à 9. C'est la première fois qu'on me voit en dessous. Je le regarde. Aux européennes. Oui, je le regarde. Et qu'est-ce que je découvre? Que le même institut, les mêmes jours, posant une question sur les européennes, me met un coup à 9 dans le sondage qui paraît dans l'opinion, et un autre coup à 11,5. Les mêmes jours, le même institut, les mêmes personnes qui posent des questions à 11,5 dans un autre. Mais vous tombez pas dans le complotisme et un peu dans la paranoïa, là, franchement. Enfin, en vous entendant dire, on se dit, finalement, on ne peut plus rien faire sur questionner. C'est-à-dire que comme je ne me laisse pas accabler et que je ne succombe pas immédiatement devant vos questions passionnantes, qui est de faire référence à des sondages bidons, pour me demander pourquoi je ne cesse pas immédiatement le combat, et je devrais répondre, oui, vous avez raison, et sinon je suis un paranoïaque et un complotiste. Mais c'est comme ça que vous traitez tout le peuple. Une semaine anti-écolo, la semaine d'après violent qui casse tout, et la semaine d'après, vous traitez tout le monde comme ça. On va venir aux mesures. Il n'y a pas que moi qui morflons, il y a aussi vous. Alors, les mesures, mais c'est vous qui êtes aujourd'hui aux responsabilités, notamment au Parlement. Est-ce que vous réalisez ce que vous me dites, monsieur? Pardon, mais nous sommes ici en relation de gens intelligents, un peu... On essaye. Vous venez de me demander comment ça se faisait
que je n'en profite pas comme si je vendais des savates, alors que c'est un mouvement qui me donne entièrement raison. Et après, vous me dites, si vous critiquez les sondages, vous êtes paranoïaque. Enfin, mais d'un point de vue de l'analyse, c'est intéressant. À qui vous dites ça, paranoïaque? C'est pas vous qui êtes partisan, peut-être? Non, on parle de paradoxe. C'est intéressant d'analyser comment un mouvement dont vous dites vous-même, ils disent tout comme moi, qu'au moment de voter dans les sondages, ils disent Marine Le Pen. C'est intéressant comment vous expliquez ça. Et monsieur, justement, il vote une injure. Non, mais je dis pas que c'est une injure. Je dis juste que je ne mérite pas d'être traité de paranoïaque, simplement parce que je réponds. Paranoïaque. Mais si, c'est ce qu'il vient de dire. Mais non, mais on se demandait s'il n'y avait pas une forme de... Dans ce que vous dites, voilà, les sondages... Est-ce qu'il n'y a pas une forme de parti pris dans ce que vous dites? Revenons-en. Non, je vous interroge. À autre chose. Toutes les questions... Il y a des questions, il y a des réponses. Je reviens à ce que vous dites. Non, sur les mesures. Sur les mesures, Mélenchon. Dans le concept d'insurrection citoyenne, il y a un mouvement de tout le peuple. Et par conséquent, le sondage, figurez-vous que 1000 personnes sondées dans des conditions pareilles, où plus de la moitié disent qu'ils ne savent pas pour qui ils vont voter, ni même s'ils vont aller voter, excusez-moi de ne pas considérer ça comme central et obsessionnel. Non, ça s'appelle alors, ce qui devrait vous intéresser, c'est comment ça se fait qu'un an et demi après une élection présidentielle que je n'ai pas gagnée, j'en conviens, la majorité des slogans et des mots d'ordre, ce soit ceux qui viennent de mon programme. Et justement, le président de la République qui a répondu... obsédé de paranoïa que je suis jamais incapable de comprendre ce qui se passe dans mon peuple. Le président y a répondu, alors c'est en début de semaine, et notamment par une augmentation du SMIC pour venir aux mesures. Et on arrive à peu près à 1280. Alors vous n'allez dire... Non mais vous n'avez pas honte de dire une augmentation du SMIC alors que c'est pas vrai? Est-ce qu'il peut finir sa question? Et vous allez me répondre, Jean-Luc Mélenchon. Vous demandiez à l'époque, j'ai bien relu votre programme, 1326 € net pour le SMIC à l'époque. Là, on est aux alentours de 1280, 1300 €. Est-ce que vous estimez que le pas est conséquent ou pas? C'est bien ce que je dis, vous n'avez pas honte. Ce n'est pas une augmentation du SMIC. Vous le savez comme moi, oui, on le sait, mais... Vous savez comme moi que ce n'est pas le SMIC qui augmente. Vous ne faites pas de différence entre une allocation et un salaire. Eh bien, demandez à votre femme si elle ne fait pas la différence. Parce que dans le moment où elle touchera un salaire, elle ne vous devra rien. Tandis que si vous avez une prime qui est relative à vos revenus communs, à vous et à votre épouse, alors, si elle est à temps partiel, la prime en question, elle ne la touchera pas dans les mêmes conditions. Enfin... Vous avez raison, vous avez vu qu'ils sont en train de augmenter le SMIC, commençons par dire ça. Vous avez raison, ils sont en train de revenir là-dessus. Peut-être qu'à l'Assemblée, c'est cette semaine, vous voterez peut-être un texte qui prévoit, vous avez vu, 100 €, c'est une information RTL, 100 € en plus sur la feuille de paye payée par l'employeur. Dès le 1er janvier, Mélenchon. Et remboursé, si on comprend bien, en baisse de charge. Donc c'est pas l'histoire de la prime d'activité. Non, mais ils ont changé d'avis, vous avez raison. Vous avez raison. Mais ils ont changé d'avis. Pardon, messieurs, je n'étais pas ce matin à l'écoute de la dernière trouvaille. Bon, parce que tout ce qu'a annoncé l'autre soir le président de la République marche à clopin-clopant et ne fonctionne pas. Par exemple, sur la CSG, Bercy ne sait pas comment faire. Sur la prime d'activité, qui est un effet d'aubaine absolument incroyable pour les employeurs qui la payaient déjà, puisqu'ils ne paieront plus ni impôts, ni charges sociales dessus. Donc ils sont assez contents. Ils ne paieront pas les charges sociales. Donc c'est un pur effet d'aubaine. Mais là, nous sommes sur le SMIC. Le SMIC est un salaire. Par conséquent, si on augmente le salaire, eh bien, ça compte pour les cotisations sociales, ça compte pour les droits à la retraite. Donc je ne suis pas au courant que M. Macron ait décidé d'augmenter les salaires dans le pays, vous me l'apprenez. Alors s'il a le pouvoir d'augmenter les salaires dans le pays, je me demande pourquoi il se limite à 100 €, alors que c'est un peu plus dont on aurait besoin. Mais combien, il nous a dit jusqu'à présent qu'il ne pouvait pas. Combien on a besoin? Combien ont-ils besoin? La CGT réclame, si je ne me trompe pas, 1500. Oui. Nous, on avait mis dans le programme 1300, il faudrait l'actualiser. Aujourd'hui, c'est 1184. Nous, on était sur 1326, comme ça. Mais pourquoi vous passez à 1500 2017. Pardon? C'est le chiffre 2017. Donc là, vous dites 1500 aujourd'hui. Écoutez, je vais dire une chose que tout le monde peut comprendre. Non, mais c'est pas à moi de fixer Là, les syndicats ont des propositions, ça mérite d'être écouté, regardé. C'est pas à Jean-Luc Mélenchon de décider le niveau du SMIC. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a de la marge, les gens. Et puisqu'il n'y a pas moyen d'obtenir des augmentations autrement que par la lutte, lutter. Pourquoi il y a de la marge? Parce que dans la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse qui est créée par le travail humain et l'affectation d'une partie du capital, la part qui revient au salaire a considérablement baissé depuis 1981. Il est donc, si on rétablissait les équilibres antérieurs, on reviendrait à une part qui serait aux alentours de... En 81, c'était 67%. Maintenant, on est à 59%. Parce que la production a été un peu moins bonne. Bref, il y a de la marge. L'essentiel de ce qui a été gagné a été donné au capital, qui n'en fait rien, les gens. Pardon, je veux finir. Regardez, écoutez-moi quand je vous dis que la finance dévore l'économie réelle. Voyez un exemple tout bête.
la Banque Centrale Européenne a injecté 2600 milliards d'euros. Et il n'y a pas un point d'inflation dans la zone euro. Ça veut dire que tout est parti dans la sphère financière. Voilà ce qui se passe. Et des exemples comme ça, je vous en donne 100. Où est passé l'impôt sur la fortune, les 4 milliards qu'on a donnés aux personnes les plus riches de ce pays? 100 d'entre elles ont reçu un chèque d'1 million par tête de pipe. Où est passé cet argent? Dans la spéculation, pas dans l'économie réelle. Il faut donc débarrasser l'économie du poids de la finance. Et vous voulez une prime pour les fonctionnaires? Est-ce que vous voulez? Elle a une prime de 1000 € qui a été annoncée. Enfin, en tous les cas, le gouvernement encourage les entreprises à le faire. Certaines ont commencé à le faire. Est-ce que vous souhaitez que cette prime... Quelles ont commencé à le faire? Plusieurs entreprises qui ont sont annoncé manifestées. qu'elles allaient le faire. Voilà. Eh bien, tant mieux si vous voulez. Oui, non, est-ce que vous, pour les fonctionnaires, est-ce qu'il faut faire la chose pour les Attendez, fonctionnaires? déjà, commençons par parler de cette prime. Vous ne trouvez pas ça extravagant? Le président de la République dit « Je propose une prime de 1000 € si les patrons veulent bien la donner. » Eh bien, moi, je propose la semaine des 4 jeudis si l'univers veut bien la réaliser. Tout ça est absurde. Et après ça, il convoque ses potes les riches à l'Élysée pour leur dire « Écoutez, il faut faire un geste. » On se croirait sous l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, c'est pareil. Le roi, à tout bout de champ, convoquait les nobles et les curés pour leur dire « Écoutez, faites quelque chose, on va mourir. » Et les autres disaient « Oui, bon, on verra. » Bon, et il donnait une petite pincée. Ça s'est très mal fini. Donc là, c'est pareil, la prime exceptionnelle, c'est s'ils veulent bien. Je vous fais remarquer une chose, ceux qui donnaient déjà la prime, jusqu'à présent, payaient des cotisations sociales dessus. D'accord? Ils n'en paieront plus. Donc, le résultat de la prime, c'est que c'est une prime pour ceux qui la payaient hier. Et d'une. Et maintenant, quel est votre sujet? Les fonctionnaires. Si on dit qu'on donne des sous à tout le monde, les malheureux fonctionnaires, leur point d'indice est gelé depuis 3 ans. Il faudrait aussi donner une prime aux fonctionnaires. Pourquoi les fonctionnaires n'ont pas besoin de... C'est une question. C'est une question. On a la réponse. La question, ils sont Alors, comme les autres. première séquence de questions nettes tout de suite. Ils ont des appartements. Question nette avec Marie-Pierre Haddad. Le grand jury, question nette. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour madame. Alors en septembre, votre domicile et vos locaux, ceux de la France Insoumise, ont été perquisitionnés. C'était dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires, l'une sur des emplois fictifs présumés au Parlement européen et l'autre sur les comptes de campagne pendant la présidentielle. Juste rapidement, avant que je vous donne les réactions des internautes, est-ce que vous avez du nouveau par rapport à cette enquête et ces perquisitions? Non, rien du tout, sinon que ce sont des procédures absolument extraordinaire, réservé au grand banditisme et reposant sur 2 dénonciations. Mais je rassure tout le monde, dorénavant, la loi qui vient d'être adoptée avec 5 voix de majorité à l'Assemblée nationale permet à tout le monde de bénéficier des mêmes avantages que moi. Donc, tout le monde, dorénavant, pourra être perquisitionné sans être prévenu avant, comme M. Benalla. M. Benalla, il a eu de la chance, il a été prévenu avant. Justement, par rapport aux perquisitions, je vous lis les commentaires des internautes. Ils ont, eux, été très choqués par toutes les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment cette vidéo où vous dites « Ma personne est sacrée, je suis parlementaire ». Ça les a beaucoup marqués. Vous vous êtes défendu depuis, mais ça continue à revenir sur les réseaux sociaux de façon récurrente. Par exemple, surtout à Mickaël... l'extrême droite, mais bon... Non, mais vous allez voir Mickaël qui trouve que... L'extrême droite existe aussi à la radio. Depuis cet épisode, il dit, Mickaël, que vous êtes cuit, tout simplement. Et aujourd'hui, dans le journal du dimanche, Christiane Taubira dit « Quoi que l'on pense d'un policier, d'un magistrat, quand on est responsable politique, on ne met pas en cause l'institution judiciaire ». Qu'est-ce que vous répondez à l'ancienne garde des Sceaux? Alors, d'abord, j'ai commis une erreur, c'est clair. J'ai cru que je serais défendu par toute l'opinion démocratique traditionnelle. Bon, ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire que tout le monde a trouvé normal que sur la base de 2 dénonciations, on mette autant de policiers contre moi et mes amis qu'on en a mis contre le terroriste qu'on vient d'attraper à Strasbourg. Est-ce qu'il vous est reproché, c'est votre réaction? Ne sont pas légales. C'est-à-dire que j'aurais dû être prévenu avant. Et j'aurais dû pouvoir assister aux perquisitions, notamment dans les locaux de la France Insoumise. Vous savez qu'on siphonne tous les ordinateurs. Il y avait là un fichier de 500 000 personnes, parmi lesquelles toutes sortes de gens. Eh bien, ma responsabilité morale était de faire tout ce que je pouvais pour empêcher que ce fichier ne sorte. Donc vous n'avez aucun regret je n'ai aucune confiance. Je n'ai aucune confiance dans les structures qui reçoivent ce genre de documents. Et pourquoi je n'ai aucune confiance? Parce que continuellement, dans toute la presse, on retrouve des documents qui ne devraient pas sortir de la justice. Voilà pourquoi je n'ai pas confiance. Quant à Madame Taubira, je comprends qu'elle s'exprime comme elle le fait. Elle a été d'une mansuétude absolue à l'égard de Madame Le Pen dans la période où Madame Le Pen avait avoué qu'elle avait fait un faux tract et où Madame Taubira, par ses procureurs, n'a absolument demandé aucune peine contre elle. Donc je parle avec un certain agacement, vous l'entendez j'espère, et même une certaine indignation de tous ces gens qui se présentent comme des bonnes consciences démocratiques et qui n'ont rien à dire sur un procédé aussi grossier que celui qui consiste à perquisitionner un président de groupe d'opposition sans aucune mise en garde et dans les conditions que vous savez. Oui, je vous avoue que bien sûr que les réseaux d'extrême droite continuent, vous savez, il y a une manière de faire aussi des procès d'accusation qui sont infamants, mais c'est vous qui soulevez le problème et ce n'était pas prévu.
Donc vous ne C'était tenez pas prévu par parole. c'est